Nous revoilà pour un troisième essai. Désolé, il y a des petits soucis techniques, donc on passe sur un format PDF. Donc j'étais sur cette présentation-là, on était en train juste de revoir les éléments de rupture du ligament croisé avec une association valgus dynamique, un genou proche de l'extension, contraction du quadriceps qui vient aboutir à une rotation médiale du tibia sous le fémur et qui vient rompre le croisé avec potentiellement une atteinte du ligament collatéral médial et une atteinte du ménisque latéral qui est assez fréquente dans ces situations-là. J'étais également en train de vous rappeler aussi qu'il y avait à l'heure actuelle des facteurs de risque qui étaient bien identifiés dans la littérature, que ce soit des facteurs de risque intrinsèques, on a parlé du sexe et de l'âge, des facteurs anatomiques comme la taille de l'échancrure intercondylienne, une laxité, éventuellement une pente tibiale. Des facteurs hormonaux, notamment chez les filles, avec une variation des hormones au cours du cycle qui aboutit à des périodes où on sait qu'il y a des risques majorés de rupture de ligaments croisés. Et puis des facteurs de risque un peu plus étudiés qui sont les comportements neuromusculaires, le recrutement des ischio-jambiers, du solaire, le ratio d'activation ischio-quadri dans les changements de direction. Biomécanique avec des analyses cinématiques, la position du genou, la position de la hanche qu'on a vu juste avant, l'inclinaison du tronc, etc. Tous ces éléments prédisposent, on le verra, le sujet à un risque de rupture de croisée accru. Puis après, on a des facteurs extrinsèques, je vais passer vite là-dessus, mais la compétition génère plus de blessures que l'entraînement, le type de matériel, le nombre de crampons sous la chaussure. En fait, tous les éléments principalement qui vont modifier ou qui vont plutôt augmenter le coefficient de friction qui existe entre votre chaussure, votre pied plus exactement, et le sol. Ça peut être les types de parquet, ça peut être le temps. Plus vous êtes sur un sol qui est humide, gras, plus il y a de chances de glisser et moins il y a de chances de se faire de rupture de ligament croisé puisque le coefficient de friction diminue. Donc, je passe assez vite là-dessus, c'est des choses maintenant bien connues. Tous ces éléments-là sont repris dans le tableau que vous avez sur la gauche, là, le tableau 20.1, qui reprend un petit peu ces différents facteurs de risque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le modèle de Mewis, là, qui est présent sur la droite, qui date de 2007. Il y en a un plus récent, celui de Bittencourt en 2016, mais pour illustrer ce que je voulais vous dire, ça suffit largement, ce modèle de 2016. En fait, on va prédisposer l'athlète, ou l'athlète va être prédisposé à un risque accru de rupture de ligament croisé. Et puis, les facteurs extrinsèques vont exposer, en plus d'avoir un sujet prédisposé, on va l'exposer à un risque accru de ligament croisé. Alors là, c'est assez dommage qu'on n'ait pas l'image globalement, mais vous avez la même joueuse, la numéro 22 là, qui va à 30 secondes près, donc faire un duel en 1 contre 1, comme on a vu tout à l'heure. Et sur l'image de gauche, sur la vidéo de gauche, elle ne se blesse pas, et sur la vidéo de droite, elle va se blesser. C'est la même situation, donc je vais directement passer 2 diapos après. On va directement des choses plus intéressantes. Voilà, donc ça c'est la situation où elle fait un contre 1, la situation en haut, là l'image en haut, où elle ne se pète pas le croisé. Et l'image d'en dessous, c'est 30 secondes après, donc le même match, la même joueuse, le même sol, le même équipement, le même niveau de fatigue, le même engagement, tout ce que vous voulez. Et dans un cas, elle se fait une rupture du ligament croisé, dans l'autre, elle ne se fait pas. Alors, on peut regarder, hein, d'un point de vue biomécanique, c'est assez évident que l'image du dessous aboutit à une rupture du ligament croisé. On a des appuis qui sont relativement larges, on a une inclinaison du tronc du côté du lésionnel, on a un genou qui est proche de l'extension, on a un genou qui est également en valgus, on a une rotation interne de hanche. Tous ces éléments, d'un point de vue biomécanique, expliquent pourquoi on a une rupture de ligament croisé. Ce qui par contre n'est pas expliqué, c'est pourquoi en haut elle ne se blesse pas alors qu'en bas elle se blesse et que tous les facteurs qu'on a vus jusqu'à maintenant étaient les mêmes. Eh bien, la différence, c'est probablement le comportement de l'adversaire, probablement son comportement au sens large, son comportement moteur à elle, qui a abouti à une modification de l'organisation biomécanique. Donc en clair, la biomécanique, c'est ni plus ni moins que la conséquence de la commande sensorimotrice. Et cette commande sensorimotrice, vous vous en doutez, elle est pilotée par le système nerveux central. Donc, j'avais fait plein d'animations, c'est un peu dommage, mais et donc ce système nerveux central est maintenant considéré comme un élément qui pourrait être à l'origine du risque de rupture de ligament croisé antérieur. C'est d'ailleurs une mise à jour récente, ce papier date de 2019, qui fait un état des lieux des connaissances qu'on a sur le lien direct entre le cerveau et les ruptures de ligaments croisés. Et il nous dit, mais à l'heure actuelle,
les données qu'on a dans la littérature soulignent les éléments du contrôle sensorimoteur qui sont en lien avec un processus central qui va aboutir à un risque majoré de rupture de ligaments croisés antérieurs. En clair, le cerveau, la manière dont le cerveau intègre les commandes sensorimotrices peuvent être considérées comme un facteur de risque pour la rupture du ligament croisé. On va faire une petite précision là-dessus, on va aller fouiller un petit peu dans la littérature et puis on va se rendre compte qu'il y a un papier très récent qui est sorti, ce qu'on appelle une scoping review, qui fait un état des lieux de ce qui s'est passé à la suite de la rupture du ligament croisé. D'un point de vue intellectuel, c'est un petit peu moins juste, mais d'un point de vue scientifique, c'est plus facile à mettre en place. Il est d'abord plus simple de comparer l'organisation sensorimotrice des sujets après une rupture du ligament croisé et de les comparer à des sujets qui n'ont jamais eu de rupture de croisée, ou alors de comparer par rapport au côté sain. Et cette scoping review fait un état des différentes méthodes d'investigation centrale, la TMS, donc la stimulation magnétique transcrânienne, l'électroencéphalogramme, l'IRM fonctionnel. Et tous ces éléments concordent quand on prend un petit peu le temps de regarder en disant, ben oui, à l'heure actuelle, il y a énormément d'éléments qui nous disent qu'à la suite d'une rupture du ligament croisé, on a une réorganisation du système nerveux central d'un point de vue fonctionnel qui va aboutir à des modifications des zones motrices et sensorielles, donc ce soit des afférences ou des efférences. Les zones corticales, les zones centrales sont modifiées, il y a une altération, une modification qu'on va appeler une neuroplasticité fonctionnelle. En clair, pour aboutir à la même tâche motrice, c'est un premier élément qu'il faut retenir, le coût cognitif, le coût moteur, on va le voir un petit peu, est augmenté. Donc pour faire une tâche simple, après s'être rompu ou croisé, il semblerait que le coût cognitif et l'excitabilité motrice soient augmentés. Ça a déjà été mis en avant dans la littérature par différents éléments. Voilà une autre revue qui date de 2017 qui reprend un petit peu ces éléments, mais en s'intéressant même aux entorses de cheville et aux lésions de l'épaule. Il semblerait que pour aboutir à une même activité, par exemple une tâche simple, comme reproduire un angle, c'est ce qu'on appelle des tâches de repositionnement, des tâches de matching, quand on fait de l'évaluation proprioceptive, eh bien les sujets ont une augmentation, les sujets qui se sont rompus les croisés, ont une augmentation de la zone motrice qui vient commander l'articulation qu'on cherche à bouger. C'est quelque chose que Freeman, déjà en 65, avait envisagé, et on va le voir un petit peu après. Il disait, si on a une atteinte ligamentaire, étant donné que le ligament est un capteur proprioceptif, il peut y avoir des perturbations de la manière dont le système nerveux va pouvoir utiliser la proprioception de cette zone, puisque la proprioception, elle est probablement altérée par cette atteinte ligamentaire. Ce papier Needle ici va un petit peu plus loin en disant que les conséquences, alors quand on parle de la rupture du croisé, la conséquence c'est souvent la récidive, mais ça peut être l'arthrose du genou, ça peut être une arthrose de cheville, ça peut être une instabilité gléno-humérale. Les conséquences de ces réorganisations, ces adaptations neurologiques centrales peuvent aboutir à des conséquences à long terme qui ne seraient pas bonnes, comme un développement de l'arthrose, etc., etc. Donc, pour faire assez simple, dans un premier temps, à la suite d'une lésion ligamentaire, il semblerait que le système nerveux se réorganise purement au niveau central. On continue de regarder un petit peu ce qui se passe, et il y a un autre élément qui est en lien avec vos afférences, vos informations sensorielles, c'est le recours à la vision. Il semblerait qu'à la suite des ruptures de ligaments croisés, eh bien, les individus aient tendance à surutiliser les informations visuelles aux dépens des informations proprioceptives. On le verra un petit peu. Ça a été montré dans plusieurs cas. Parfois, les études montrent surtout ça, c'est des gens qui n'ont pas été opérés, alors qu'on le voit ici dans le papier de Wickström, à la suite d'une opération du ligament croisé, ce recours aux informations visuelles serait un peu moins marqué, mais en tout cas, il y a une réorganisation visuelle. Et que cette réorganisation visuelle, ce besoin de recourir un petit peu plus aux informations visuelles qu'aux informations proprioceptives, serait un mécanisme compensatoire lié au fait qu'on ait une atteinte proprioceptive, ligamentaire, qui oblige le système nerveux à se réorganiser complètement et à favoriser l'utilisation des informations qui proviennent de la vue
aux dépens de celles qui viennent de la proprioception. C'est ce qu'on appelle une repondération sensorielle. On en parlera un petit peu. Voilà un petit peu alors c'est pareil, là normalement il y a une animation, vous n'êtes pas censé voir ce tableau-là, c'est un autre tableau qui est caché dessous, peu importe, je vais vous expliquer ce qui se passe à la place du tableau. Globalement, si on fait une synthèse de ce qu'on s'est dit, sur ce qui se passe après la rupture du ligament croisé, on a trois réorganisations, trois phénomènes de neuroplasticité qui apparaissent. Premièrement, on a une réorganisation aux dépens des informations dites somatosensorielles, en clair de ce que vous appelez communément, ce qu'on appelle communément la proprioception. Les afférences proprioceptives sont moins utilisées parce qu'elles sont probablement de moins bonne qualité et le système nerveux diminue son recours à ces informations proprioceptives. Que ce soit sur uniquement de l'information pure, mais également dans de la réorganisation motrice. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites un geste, quel qu'il soit, que vous vous équilibrez, la grande partie de la commande motrice qui est envoyée dépend des informations proprioceptives que le système nerveux a reçues. Et il se trouve que vu qu'il se sert moins de ces informations proprioceptives, probablement parce qu'elles sont altérées, eh bien, la commande motrice qu'il va générer va être un peu différente. Et en fait, le recours, la posture, le mouvement généré par le système nerveux à la suite d'une rupture du ligament croisé est altéré. Donc il y a à la fois un problème sensoriel, sensitif, proprioceptif, mais également un déficit d'activation au niveau moteur. Et au niveau moteur, la réorganisation aboutit le plus souvent à une surexcitabilité du système nerveux. En clair, pour produire la même tâche, je vous en ai parlé, le système nerveux va devoir recruter beaucoup plus la zone du cortex moteur qui est touchée. La dernière chose, c'est le point numéro 2, je ne les ai pas donnés dans l'ordre. La dernière chose, c'est que pour compenser les déficits proprioceptifs qu'on vient de voir juste avant, eh bien, le système nerveux modifie son recours aux informations sensorielles. On dit qu'il repondère ses afférences. Il vient diminuer le recours à la proprioception, ça je l'ai dit, pour au contraire réutiliser principalement le recours aux informations visuelles. Ça, c'est globalement la neuroplasticité telle qu'on l'entend maintenant. Donc, vous devez déjà vous dire que si un jour vous avez un patient qui a une rupture du ligament croisé, vous devez avoir en tête que potentiellement, il n'y a pas que le ligament qui pose problème, il y a également la partie centrale qui va être désorganisée. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait modifier ça dans l'autre sens. La bonne nouvelle de la plasticité, c'est qu'elle peut aller s'organiser dans l'autre sens. C'est les travaux de Grooms en 2015 que vous avez ici. Vous pouvez réapprendre au système nerveux à réutiliser au maximum ces informations proprioceptives et motrices, à condition de perturber un peu la manière dont il va se servir des informations visuelles. Rappelez-vous que votre système nerveux, à la suite d'une rupture du ligament croisé, majore ces informations visuelles, a tendance à vraiment recourir à la vue. Vous pouvez, par un réentraînement, une rééducation qui vient limiter, perturber les informations visuelles, réobliger le système nerveux à s'adapter dans le bon sens, à utiliser une stratégie qui va à nouveau permettre le recours aux informations proprioceptives. Pour ceux qui s'intéressent à toute cette rééducation en lien avec les phénomènes de neuroplasticité qu'on vient de détailler, je vous invite à aller regarder les travaux d'Ali Gockler, qui viendra un petit peu en France, il est déjà venu au JFK il y a 2 ans, qui a beaucoup travaillé sur le comportement moteur, notamment ce qu'on appelle les focus externes, la rééducation qui est un petit peu plus aboutie, un petit peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire en rééducation à la suite des ruptures du ligament croisé. C'est une petite parenthèse, j'ai malheureusement pas trop le temps d'en parler, mais gardez en tête que orienter correctement sa rééducation, diminuer les informations visuelles pour votre sujet, pour votre patient, ce sera important pour favoriser sa rééducation. Là, on arrive à un point charnière, un point extrêmement important, c'est que si on lit correctement les papiers, notamment celui de Grooms en 2017, mais ce n'est pas le seul à ce moment-là à poser la question, je vous le traduis rapidement, mais il nous dit en fait, on n'est pas sûr que ce qu'on ait observé, cette neuroplasticité, ces phénomènes de modification du système nerveux, on n'est pas sûr qu'elle n'était pas là avant la blessure. On n'a aucun moyen à l'heure actuelle, alors il parle en 2017, on n'a aucun moyen de savoir si en fait c'était pas là avant la blessure et que ce ne serait pas à cause de ça que le sujet se serait blessé. C'est vraiment une question qu'il pose.
En clair, est-ce que ces phénomènes de réorganisation centrale ne seraient pas elles-mêmes à l'origine de la rupture du ligament croisé? Ils font l'hypothèse, et ils arrivent à le montrer, ils font l'hypothèse que laisser un patient dans cette situation-là, c'est-à-dire ne pas corriger cette neuroplasticité, peut aboutir à un risque élevé de récidive. Par contre, est-ce que ce qu'on observe au moment de la rééducation, une fois que le patient s'est pété le croisé, est-ce qu'on observe là, c'est vraiment lié à la rupture du ligament croisé, ou au contraire, c'était déjà là avant, c'est donc un facteur de risque primaire de lésion du ligament croisé? Il y a plusieurs éléments de réponse qui sont arrivés très très récemment. Je mets de mon côté. Bon, il y a une image qui passe pas, c'est pas très grave. En clair, est-ce qu'on a des éléments maintenant en 2020, là, fin 2020, qui peuvent nous permettre de dire, en fait, effectivement, il est tout à fait possible que cette problématique de connexion fonctionnelle, d'organisation du système nerveux, ait déjà été là en amont. Là, je vous invite à lire un papier qui date de 2015. Le titre est assez frappant. C'est le cerveau et les entorses. Quel est le rôle du cerveau dans les entorses du ligament croisé, en l'occurrence? Donc, c'est vraiment la thématique qu'on a. On est en 2015. Et si maintenant on lit ce qui s'est fait en 2019, le compte-rendu, un peu la mise à jour, on a une phrase qui nous intéresse, puisqu'ils nous disent, à l'heure actuelle, dans la littérature, on a des éléments qui nous disent que les sujets qui vont se rompre les croisés présentent une diminution de la connectivité fonctionnelle entre les zones du cerveau qui sont responsables des commandes sensorimotrices. On va essayer de comprendre ensemble maintenant. Il y a deux travaux de papiers très très récents. On est fin 2019 sur les deux papiers. C'est la même équipe, l'équipe de Diekfus, de Grooms, de Mayer, que vous connaissez peut-être, c'est des équipes américaines qui ont eu la chance d'avoir des patients, c'est des équipes de footballeurs, qui ont passé des IRM fonctionnels en début de saison. Et puis au cours des saisons qui se sont produites, il y a eu 4 ruptures de ligaments. De mémoire, c'est 3 chez les filles et 1 chez les garçons. Il se trouve que les sujets qui avaient passé des IRM fonctionnels, quand on a regardé leur organisation, leur connectivité entre différentes zones cérébrales, ce qu'on va voir maintenant, eh bien, en fait, ils avaient des diminutions de connectivité par rapport à des sujets qui ne s'étaient pas pété les croisés dans l'année et dans les 2 ans qui ont suivi. C'est ce qu'on devine, mais on ne le voit pas très bien sur le PDF pour le coup, mais les deux éléments en gris ici, ce sont les 2 cas de rupture de croisée. Ici, sur ce papier, c'est 2 filles, il me semble. Quand on compare la connexion entre le cortex primaire sensoriel et j'ai perdu le truc, et le cérébellum, pardon, je vois pas très bien avec le, je vais essayer de mettre en grand, avec le, entre le cortex primaire gauche sensoriel et le cérébellum, le cervelet, il y avait une diminution de connectivité entre ces deux zones fonctionnelles. Or, ces deux zones fonctionnelles, elles sont primordiales puisque le cortex sensoriel primaire gauche, il est responsable principalement du traitement de l'information proprioceptive, alors que le lobe au niveau du cervelet en arrière est une région qui est extrêmement importante dans tout ce qui est coordination et équilibre. Et il se trouve que ces sujets-là, alors on est encore une fois sur une petite échelle, mais c'est des éléments qui se rajoutent à d'autres éléments. On est sur des personnes qui avaient une diminution de connectivité fonctionnelle. Le papier qui est sorti juste après, ici, lui, ils ont comparé ce coup-ci, pas le cortex primaire, mais le cortex secondaire, somatosensoriel secondaire, et ils ont fait le lien avec d'autres zones fonctionnelles du cerveau qui sont toutes répertoriées ici. Et là encore, au niveau du genou, le réseau fonctionnel, l'organisation, les connexions fonctionnelles entre les différentes zones du cerveau qui étaient responsables à la fois du traitement des informations proprioceptives, de la commande motrice, de l'équilibre, de la coordination, eh bien, ces éléments-là avaient présenté des déficits de coordination, de connexion fonctionnelle chez les sujets qui allaient se rompre les croisés. Il semblerait en tout cas, finalement, que... ça passe pas. Il semblerait en tout cas, finalement, qu'il existe directement un lien entre le fonctionnement du cerveau et votre risque de rupture du ligament croisé. Si je reviens à l'image de la fille qui se fait les croisés là haut sur le changement d'appui, on voit par exemple que sa vue, son organisation,
elle est basée sur le comportement du défenseur. Alors, je vous toutes les vidéos, mais on a la même joueuse qui vient faire le même changement d'appui avec un comportement du défenseur qui est complètement opposé. Là, le défenseur ne sort pas, il n'y a pas de dissuasion. Dans cette situation-là, on est sur une tâche qui est relativement simple, entre guillemets, pour l'attaquant, qui n'aboutira pas à une rupture du ligament croisé. Par contre, si la charge cognitive, si les contraintes cognitives apparaissent plus importantes au moment du changement de direction, il faut bien comprendre que la vitesse de course, les contraintes au niveau du genou, la pression temporelle exercée par le défenseur et l'organisation motrice fine du genou doivent être parfaitement réglées. S'il y a un petit grain de sable dans la machine et que votre cerveau n'est pas capable de correctement prendre en compte, intégrer, réagir, eh ben, on pourrait imaginer un mauvais positionnement du genou, etc., etc. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, notamment sur les déficits. On a parlé là des déficits sensorimoteurs, et il y a d'autres déficits qu'on appelle les déficits cognition, de neurocognition. On fait par exemple, pour ceux qui ont vu passer ça, des tests qu'on fait passer après une commotion cérébrale. C'est de la mémoire visuelle, c'est du temps de réaction, etc. Tous ces éléments-là, il y a des travaux très récents, on est en 2020, qui montrent que là encore, des sujets qui avaient des déficits de neurocognition avaient plus de risques de rupture de croisée que les autres. Et que le comportement biomécanique de ces sujets, sur des tâches de changement de direction telles que vous les voyez là, mais non anticipées, c'est-à-dire que le sujet ne sait pas s'il va devoir tourner à gauche, à droite, continuer, etc. Il y a une pression cognitive. Et bien, la biomécanique de ces sujets était perturbée, était plus à risque que des sujets qui avaient une bonne neurocognition. Donc la capacité du cerveau, du sujet, à avoir une bonne mémoire visuelle, à intégrer les informations, à réagir rapidement, entraîne directement des conséquences au niveau de son organisation biomécanique. Et le fait d'avoir une surcharge de travail avec une surutilisation des informations visuelles vont diminuer la capacité du cerveau à prendre en compte les informations proprioceptives. C'est un petit peu la dernière diapositive que je voulais vous montrer. Là encore, c'est pareil, c'est censé être une vidéo, mais sur une tâche de changement de direction aussi précise, aussi complexe, la biomécanique du membre inférieur doit être parfaite. À la vitesse où ça va, la vue, je vous ai dit tout à l'heure que le système nerveux, chez les sujets qui s'étaient rompus les croisés, mais aussi qui avaient des risques de rupture de croisés via les informations centrales, ces sujets-là avaient tendance à surutiliser les informations visuelles, ce qui pose en soi aucun problème quand il est avec vous en rééducation et que vous le demandez de tenir en équilibre sur une jambe. Si par contre, vous êtes chez quelqu'un qui va être amené à faire des changements de direction à cette vitesse-là, donc l'image n'est pas possible, mais comprenez bien que la vue, à ce moment-là, elle n'a aucun lien avec l'organisation du genou. La vue, elle est focalisée par le comportement du défenseur, du ballon, du gardien, éventuellement de votre coéquipier qui va ouvrir un espace ou au contraire qui ne va pas ouvrir d'espace. Et le système nerveux est focalisé d'un point de vue visuel sur tout l'environnement autour. Or, vu qu'il surutilise les informations visuelles et qu'il n'utilise pas les informations proprioceptives au niveau du genou, eh bien on comprend bien que sur ce type de tâche, une mauvaise capacité d'intégration, de gestion de la commande sensorimotrice aboutit à un risque majeur de rupture du ligament croisé. C'est une des conclusions importantes de ce papier-là dont je vous ai parlé, le fameux Brain and Sprain, et du papier de 2020 qui vient de sortir de Porter, qui nous dit à l'heure actuelle, il y a effectivement des éléments assez précis qui nous montrent qu'il y a un lien direct entre la neurocognition et l'organisation biomécanique des sujets. Alors, évidemment, vous avez vu, les biblios, elles sont très très récentes parce que l'évolution du matériel d'évaluation sensorielle, on va dire centrale, a évolué. L'IRM fonctionnel, les électroencéphalogrammes, il y a d'autres éléments, mais tout ça, c'est assez récent. On n'a encore pas d'énormes études sur de très très gros échantillons en prospectif. Vous avez peut-être entendu parler de l'étude qui est sortie il y a quelques temps qui montre que les sujets qui ont fait des commotions cérébrales ont un risque majeur de rupture du ligament croisé derrière, pour les mêmes raisons. On sait que les commotions cérébrales perturbent le cerveau d'un point de vue de l'intégration et de la cognition, ce dont on a beaucoup parlé. Et donc, il y a un faisceau de preuves à l'heure actuelle qui commence à se dresser
dans le domaine de la prévention des blessures sportives, particulièrement autour du ligament croisé, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent sur le ligament croisé. Mais globalement, on a tout un tas d'éléments, et c'est la conclusion de ce que je voulais vous dire, on a tout un tas d'éléments qui nous permettent d'envisager en tout cas qu'à l'heure actuelle, à la suite d'une rupture du ligament croisé, le système nerveux central se réorganise d'un point de vue sensoriel, il diminue les informations qui proviennent de la zone touchée au niveau proprioceptif. Visuo, vous avez compris, il augmente le recours aux informations visuelles, ça c'est pas très bon signe, et il va se réorganiser pour, entre guillemets, présenter un déficit d'excitabilité motrice. Il faut envoyer plus de stimulation motrice pour aboutir à la même tâche, ou alors, pour une même tâche, le système nerveux augmente énormément l'activité de la zone motrice pour aboutir à cette tâche. C'est ce qu'on a appelé, enfin c'est ce qu'on appelle dans la littérature de la neuroplasticité. Ça, c'est de la neuroplasticité négative. On en a parlé un tout petit peu, mais il est possible d'avoir de la neuroplasticité positive. Et puis, il semblerait que ces altérations dont on vient de parler là soient également présentes en amont de la blessure, puisqu'on a des travaux qui identifient des déficits de connexion fonctionnelle centrale au niveau des zones qui sont responsables du moteur, du sensoriel, de la cognition, qui viennent potentiellement majorer le risque de rupture de ligament croisé dans les situations complexes de biomécanique, donc les deux situations qu'on a vues, la réception sur un pied et les changements de direction rapides, non anticipés, où on doit gérer le comportement d'un adversaire qui est assez délicat. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de travaux dans le monde entier qui se mettent en place. Nous, notre thèse, elle est vraiment organisée autour de ça. On cherche à comprendre le lien entre la manière dont le système nerveux intègre la proprioception. Nous, on travaille vraiment sur la proprioception et les risques de blessure. Il y a d'autres équipes qui travaillent sur d'autres thématiques. Mais voilà, gardez en tête que c'est un champ qui est encore très très récent, qui va énormément se développer et qui, nous, en rééducation, va modifier beaucoup de choses. Si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, votre organisation rééducative derrière, chez quelqu'un qui vient de se rompre le croisé ou même fait des entorses de cheville à répétition, ce ne sera pas du tout la même. La sollicitation de la boucle proprioceptive, l'arrêt des utilisations des informations visuelles et le travail des commandes motrices va être vraiment important pour éviter le risque de récidive et le risque de blessure à nouveau. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis désolé de tous les petits désagréments qu'on a eus. Ça doit être ma connexion qui a coincé. Il n'y a même pas la diapo de fin. Ce n'est pas très grave, c'était juste marqué merci avec éventuellement mes coordonnées. Mais voilà, j'espère que malgré les coupures, la présentation a été claire. Si vous avez des questions, je suis encore un peu disponible. Je suis désolé, du coup, c'est certain. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Picot, du coup, pour votre intervention. Et bon, malheureusement, c'est aussi du direct. Ça fait partie du jeu. Alors, il y a quelques questions, mais on pourra au moins en poser une. La question, c'était est-ce que la récupération des informations proprioceptives est-elle proportionnelle à la formation du néoligament après chirurgie? C'est une très bonne question. Et je ne pense pas qu'on ait la réponse à cette question. Il faut effectivement bien prendre en compte le fait que c'est possible, dans le sens où il semblerait qu'il y ait des travaux qui montrent que les sujets qui ont été opérés ont moins de surutilisation du système visuel que les sujets qui n'ont pas été opérés. Ça, c'est la méta-analyse de Wickström que je vous ai montré. Donc on peut se dire que s'il y a une suture, s'il y a une néo-cicatrisation, on a potentiellement une amélioration de la proprioception. Il faut bien comprendre par contre que les ligaments ne sont pas les propriocepteurs principaux du système nerveux. Les propriocepteurs principaux, c'est les fuseaux neuromusculaires que vous avez à vos jonctions tendineuses et myotendineuses. Eux sont les éléments principaux qui vont coder pour la proprioception. Or, eux, ils ne sont pas touchés dans le système, dans la lésion ligamentaire. Alors, ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on se dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a une perte de proprioception? Alors déjà, il faut bien comprendre que la perte de proprioception, telle qu'on l'entend, elle se mesure par des capacités de repositionnement articulaire. Il n'y a pas un consensus là-dessus. On n'est pas sûr que la rupture de croisée entraîne directement une perte de proprioception.
Par contre, votre système nerveux, lui, va avoir plus de mal à intégrer la proprioception qui vient de cette articulation-là. C'est vraiment l'indistinction entre une atteinte périphérique et une atteinte centrale. Mais si je reviens sur la question, c'est possible. C'est possible que le néoligament amène des informations proprioceptives supplémentaires. Ok, merci beaucoup. Alors, allez, une petite deuxième question. Est-ce qu'il a été démontré que c'est spécifiquement la rupture du LCA qui modifie la stratégie d'équilibre et non pas simplement le temps sans sport que cette blessure entraîne? Oui et non, pareil. Oui et non, parce que là, en l'occurrence, il y avait souvent des travaux qui ont été faits entre le côté sain et le côté instable. Quoi, le côté opéré et le côté instable. Or, on a trouvé des différences aussi avec le côté qui n'a pas été opéré. Donc, ça sous-entend que ce n'est pas uniquement l'arrêt. On pourrait se dire, effectivement, il y a un arrêt. Mais, et puis, encore une fois, ça a été aussi mis en évidence avant la blessure. Donc, probablement que le fait d'être arrêté immobilisé pendant quelques mois, a amené une diminution de capacité d'équilibration, mais c'est pas que ça, pour le coup. Ok. Et quand vous parlez de l'étude avec l'IRM fonctionnel et les connectivités, par rapport aux blessures de LCA, est-ce que, enfin, elles viennent d'où ces diminutions de connectivité fonctionnelle? Est-ce qu'il y a des antécédents de rupture de LCA ou de lésions aux membres inférieurs, ou est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas de lésion et ça vient comme ça? Ouais, c'est une très bonne question, hein, ça, on ne sait pas exactement. C'était des sujets qui étaient sains avant. Il peut y avoir des tonnes d'explications qui ne sont pas claires, qui sont vraiment pas claires. J'en ai pas trop parlé, mais on estime qu'il y a des déficits, des différences hommes-femmes aussi qui pourraient exister dans la manière dont le système nerveux intègre ces informations de neurocognition. Ça, c'est des travaux de Grooms aussi, hein. C'est toujours un peu les mêmes équipes qui travaillent là-dessus, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ce sujet-là, il avait ce déficit fonctionnel. C'est pareil, nous, sur les travaux de thèse qu'on fait, on se rend compte qu'il y a des sujets qui intègrent très bien les informations proprioceptives et pas les autres. Alors que quand on compare leurs instabilités de cheville ou qu'on regarde leurs antécédents, c'est pas forcément lié à ça. C'est peut-être leur entraînement, on ne sait pas encore. J'ai pas de réponse, on ne sait pas. Ok, en tout cas, Monsieur Picot, on vous remercie à la fois pour votre présentation et pour la réponse à vos questions. On espère que vous serez peut-être présent l'année prochaine à la 4e édition du